En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission où nous nous trouvons à Rozet. Rozet, R-O-Z-E-T, sur la commune de Combiers. Donc lorsque vous êtes sur la route qui vous mène de Angoulême sur Périgueux, eh bien vous allez faire un pas de côté et puis vous pouvez découvrir sur cette commune un endroit que j'estime être assez fabuleux. J'ai la chance depuis de nombreuses années, très nombreuses années, d'être passé à côté de ce lieu fort souvent pour me rendre dans le Lot notamment. Et je passais à Rozet sans savoir qu'un jour, eh bien, je pourrais y faire une émission. Et je passais à côté d'un bâtiment, d'une ancienne église, une chapelle, je ne savais pas trop, enfoui dans les ronces, avec de la végétation qui poussait sur les murs du chœur. Le chœur était d'ailleurs effondré, et je me disais, oh, quelle tristesse, si un jour ça pouvait renaître. Et puis un jour, en passant, puisque je passais au moins 2 fois par an, j'ai vu que des engins, des brouettes, des gens, enfin il se passait quelque chose. Et puis aujourd'hui, lorsque nous enregistrons en ce mois de juillet 2025, eh bien, nous avons une église, une chapelle, enfin on va faire l'histoire de tout ça, qui est entièrement reconstruite et on peut voir la dimension de ce bâtiment et l'histoire de ce bâtiment. Et pour faire cette plongée dans cette histoire d'hier jusqu'à aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance d'être avec la propriétaire des lieux, Kate Douglas, et puis aussi Marie-France Derex, qui est vraiment quelqu'un, j'allais dire, d'incarné sur le territoire, avec sa famille depuis très très longtemps, et qui a été aussi fort longtemps membre de l'association qui soutient, qui a soutenu et qui soutient encore, puisque l'association existe toujours, eh bien, ce lieu si particulier de l'église de Rozet. Bonjour Kate et bonjour Marie-France. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Alors, je suis ravi d'être là. Kate, je le disais, vous êtes la propriétaire des lieux. Est-ce que vous pourriez, j'ai fait une un peu longue présentation, mais vraiment j'y tenais parce que cet endroit, j'y tiens aussi beaucoup. Il est cher à mon cœur. Et que vous nous disiez où nous nous trouvons. Alors nous sommes dans la forêt d'Orthe et on est en Charente, mais on limite avec la Dordogne. C'est quelque chose qui était propice pour les grands montins, être à la frontière entre deux endroits, deux territoires. C'était facile pour eux de renoncer une partie pour aller dans un autre s'il y avait un souci. Bien, alors Kate, moi je voudrais simplement dire qu'on l'entend un peu à votre accent. Comment vous êtes arrivé ici? Vous êtes enfin comment dire, beaucoup intéressé à l'histoire grand-montaine. Alors, il faut expliquer maintenant que vous nous avez campé le décor et le lieu où nous nous trouvons, nous dire ce que c'est que l'ordre de Grandmont. Quelle est votre histoire avec cet ordre et comment êtes-vous arrivé là avec Carole? Alors, je suis d'origine écossaise. C'est tout la faute à une petite erreur dans un livre que nous avons trouvé à Limoges, près de Limoges, sur le site de l'abbaye de Grandmont. Et c'est suite à cette découverte de l'erreur que Carole et moi sommes allés au pays de Galles, enfin la frontière entre le pays de Galles et l'Angleterre, pour trouver un des 3 prieurés en Angleterre. Et là, c'était dans un état assez lamentable. Et nous avons créé une association pour la consolidation des vestiges. Et à ce moment-là, nous avons commencé à étudier un peu, rechercher l'ordre de Grandmont et l'architecture de cet ordre, pour savoir pourquoi Craswell, ce prieuré en Angleterre, était différent que tous les autres. Et c'est pour ça que Rozet étant mi-chemin entre Saint-Malo et Toulouse, où nous avons découvert qu'il y avait des fouilles, que nous sommes venus en 83, 84. On a fait un petit passage dans le champ à côté avec un camping-car. Et c'était comme ça qu'on a découvert Rozet,
comme tu as dit, sous les ronces, sous la forêt qui poussait sur la nef. Et donc, on a dit, bon, c'est très joli, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Et c'est à ce moment-là que nous avons rencontré à Toulouse Martine Larigauderie et son mari, André. Et c'est eux qui avaient commencé à s'intéresser à Rosé, à faire quelque chose. Et en 86, Martine est devenue présidente de l'association. Et c'est à ce moment-là, avec tous ces liens que nous avons créés, que petit à petit, d'abord, l'Église était inscrite sur le registre des monuments en danger. Et ensuite, bien après, en 92, elle est devenue monument historique. Mais à ce moment-là, l'Association pour la sauvegarde de l'église cormontaine de Rosé a été lancée en 86 par Martine avec présidente. Et bon, ça a continué d'agrandir et les recherches ont continué. Et parce que les propriétaires de ce lieu ont voulu vendre, c'est à ce moment-là que Martine nous a contactés pour voir si on était intéressé pour l'acheter. Eh bien, oui. Bon. Parce qu'on pensait que peut-être en France, on pouvait faire mieux qu'on avait fait à Craswell, parce que, bon, l'association à Craswell, ça a continué. Et bon, mais on pouvait moins faire, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup à sauvegarder. Et donc, nous sommes inscrits dans la société civile immobilière qui a été créée à ce moment-là. Donc, on l'avait acheté en 91. Voilà. Voilà, ben merci pour tout cet historique. Kate, vous étiez toutes les deux, Carole et vous, universitaires. Comment vous vous étiez intéressée à cet ordre de Grandmont pour arriver à Limoges? Qu'est-ce qui vous avait, comment dire, pas fasciné, mais alerté et qui vous avait fait faire autant de voyages et pour arriver jusque-là finalement? Alors là, c'est pas moi qui étais l'universitaire. C'était d'abord Carole, qui a fait des études en archéologie à Rome, et elle était historienne aussi, avec une spécialité dans le médiéval et dans les sources d'eau dans le médiéval, l'hydraulique. Et à ce moment-là, elle voulait faire une thèse sur les cisterciens. Et c'est pour ça qu'on commençait à voyager un peu pour découvrir les sites cisterciens. Moi, j'étais professeur de travaux manuels, technologie à Londres. Et bon, je parlais un peu français et je prenais des photos. Donc voilà, c'était comme ça que ça a commencé. Et Carole a fait cette découverte de l'erreur dans le livre. Et c'est suite à tout ça que l'histoire a commencé, quoi. D'accord, et que vous êtes arrivé là, et Carole a disparu il y a quelques années, donc on salue sa mémoire à travers cette émission aussi. Alors, parlez-nous maintenant, puisque nous sommes à côté de cette cabane de feuillardier, mais on va y venir, de l'ordre, cerclier, pardon, oui. Alors, cerclier, mais on expliquera, c'est encore presque une autre émission à faire, mais en tout cas, on s'est mis là parce que les moines, ils commençaient par habiter des sortes de huttes, on va décrire. C'est quoi d'abord l'ordre de Grandmont? Quand est-ce qu'il a été créé? C'est sous Louis XVI qu'il a été aboli, entre guillemets. Donc, il commence à quelle époque? Et après, on va commencer à déambuler. Bon, l'ordre de Grandmont, c'était pas fondé par Étienne de Muret, mais c'est les disciples de Étienne de Muret, Étienne de Thiers, qui ont lancé, qui ont voulu suivre ses conseils, suivre tout son histoire. Étienne de Muret était canonisé en 1189, donc parmi les premiers à être canonisé par une pape.
Et l'ordre, c'était fin 12e, et essentiellement que les moines, que les frères, les disciples, avec Hugues Lacerte, qui ont lancé l'ordre après, qui est devenu l'ordre de Grandmont. Ça suivait un peu la règle des bénédictins, et donc c'est à partir de ça que la règle de l'ordre de Grandmont a été faite. Et l'essentiel pour l'installation des Grandmontains, revenons à cette petite cabane, c'est qu'il fallait s'installer dans les bois, à côté de l'eau. Et là, c'est un lieu vraiment idéal. Rosé, c'est un lieu qui a été habité depuis le préhistoire. Nous avons justement découvert dans les fouilles qu'on a fait, on a des lithiques qui sont du préhistoire. Et c'était presque une usine de fabrication de lithiques. Mais bon, les moines, ils arrivent, les frères, ils arrivent dans les bois, il fallait un abri. Et donc, c'est là où ils sont installés. C'est pour ça que, la loge du Cerclier, c'est un peu pour montrer le passé des moines, mais aussi le passé dans le temps de ces lieux, de la campagne autour d'ici, où il y avait beaucoup de cercliers. Bien, alors on est entouré des bois, il y a l'arboretum du Clédou juste à côté, et qui est une petite merveille. Je vais demander à Marie-France Derex de nous décrire un peu cet endroit, parce que dans sa famille, son beau-frère travaillait, lui, comme justement cerclier, c'est-à-dire ces cercles de châtaigniers qui entourent les barriques, pour permettre, s'il y a des vers qui s'installent dedans, eh bien, à nos amis de Cognac de prendre des mesures pour que ça n'attaque pas le chêne qui fait la barrique. Donc, les cercliers, c'est très important, et encore aujourd'hui, ça se fait toujours. Alors Marie-France, vous pouvez nous décrire un peu cet endroit et qu'est-ce qu'on faisait là-dedans, et on reviendra aux moines et on va commencer à déambuler, car le temps tourne. Oui, ça va très vite. Je crois que les loges, tout au départ, il faut savoir qu'il y a eu des forges. Et pour forger, il fallait du minerai, il fallait du bois pour faire le feu et il fallait de l'eau pour tremper. Donc, je dirais, les premiers abris ont été faits essentiellement pour pour abriter ceux qui exploitaient le bois, qui créaient les charbonnières et tout ça. Ensuite, il y a eu cette évolution et il a fallu faire des cercles. La réalité, c'est que les cercles protègent les tonneaux essentiellement pour que la bande qui bouche le tonneau soit protégée lorsqu'on roulait les barriques. Donc ça faisait l'épaisseur de la bande et ça encerclait donc la barrique. Voilà. Et c'est toujours vivant pour la Bourgogne, le Bordeaux et bien sûr tout le Cognac. Et cette loge, elle est faite essentiellement de châtaignier, du châtaignier entre 7 et 9 ans, qui est tressé. Les arcs, je dirais, notre structure première romane, ce sont les arcs tressés avec du châtaignier enterré de chaque côté. Et ensuite, lorsque les personnes allaient dans les bois faire une coupe de châtaignier pour faire les cercles, ils avançaient au fur et à mesure qu'ils créaient les copeaux en parant le cercle et couvraient l'horloge au fur et à mesure qu'ils s'installaient. Donc je crois que là, on a un des premiers monuments au milieu de notre forêt du Clédou. Bien, mais vous avez parfaitement résumé la chose. C'est une hutte un petit peu allongée avec presque un cul-de-four, vous le disiez, hein, c'est presque une église romane, hein, en miniature. Sauf qu'elle est orientée à l'inverse d'une église. C'est-à-dire que l'entrée, elle est côté est pour recevoir les premiers rayons du soleil, voilà, et la sortie est fermée, l'ouest est fermé pour nous protéger de la pluie, puisque essentiellement dans notre région, la pluie vient de l'ouest. Alors que notre église, c'est l'inverse. Elle a la lumière du matin et elle est vraiment, inversée. La sortie était côté ouest. Donc nos moines, Kate, Oui. ils arrivent, que ce soit ici ou ailleurs, mais
partons d'ici. Et ils commencent eux aussi à essarter, comme on dit. Il y a souvent des villages qui s'appellent les essarts, ça vient de là aussi. C'est-à-dire nettoyer, déboiser pour commencer à construire. Et ils s'abritent dans des sortes de huttes comme celle-ci. Ouais. Oui, exactement. Enfin, on suppose. On ne sait pas vraiment. Mais bon, ça prend quelques années quand même de creuser les fondations, de former et de construire un édifice comme celle-là. C'est évident qu'il fallait des abris. Alors, est-ce que les moines étaient vraiment là pour construire tout? On ne sait pas. Sauf que dans la règle de Grandmont, les frères, les moines, ils avaient le droit de travailler avec les gens de l'extérieur à condition qu'ils mettaient le capuchon. Donc, voilà. Bon, alors il fallait qu'il soit dans la règle d'habit de l'ordre. Alors maintenant, on va avancer. On est à côté de ce que je parlais de l'église, la cella, comme on dit, voilà, puisque vous m'avez dit tout à l'heure, l'église de Grandmont, c'est l'abbaye fondatrice et il y avait des prieurés. Donc là, nous sommes à côté d'un prieuré, donc une cella, donc l'église qui a été restaurée. Mais j'ai à côté de moi, j'allais dire, entre guillemets, un champ de ruines. Expliquez-nous. Exactement, oui. Alors, ce que nous avons, c'est tout le plan qui a été découvert pendant 10 ans de fouilles. On ne savait pas qu'il y avait autant de vestiges, mais on a découvert tout le plan. Et c'est un plan vraiment type de l'ordre de Grandmont. Donc, vous avez l'église. À côté de l'église, il y a un passage qui mène au cimetière. Le cimetière, c'est autour du coup de four. Et après le passage, il y a la salle capitulaire. Et là, nous sommes devant la salle de travail. Et en face de nous, c'est le réfectoire. Et éventuellement, là, la cuisine, c'est là où j'habite. C'est la cuisine monastique. Sans oublier les latrines qui sont au fond. Oui, très important, parce que ça, on n'en parle jamais. Ah oui. Mais enfin bon, les moines, ils font pipi caca. Donc, ils ont besoin d'avoir des lieux. Exactement. Et on dit toujours que c'était pas bien fait correctement. Mais si, c'était pensé tout ça. Là, c'est vraiment pensé. Il y a un mur doublé avec une chute comme ça. Le dortoir qui était à la hauteur, c'est à l'étage. Il y avait une pièce pour, on ne sait pas trop si c'était bibliothèque, si c'était infirmerie, si c'était pour le prieur commandataire, si c'était pour écrire. Un scriptorium, peut-être, oui. Ouais, les moines, ils n'écrivaient pas tellement. Hein. Ils n'étaient pas un ordre qui tenait des documents. Oui. C'est ça qui pose des problèmes des fois parce qu'on n'a pas de charte de fondation pour Rosé. Donc on ne sait pas qui est-ce qui était au départ de cet ordre. À part que ça a dû être quelqu'un qui soutenait les Plantagenets. Ah, d'accord. Parce que là, la plupart des églises grandmontaines ont été soutenues, subventionnées, si on veut, par les Plantagenets. Henri II, Richard III, Jean Santerre, etc. Et bien sûr, les gens qui les soutenaient aussi. Donc ici, c'est les Lusignans, peut-être, ou d'autres. Bon, tous les noms que vous évoquez vont parler à beaucoup de gens, en tout cas ceux qui s'intéressent aussi à l'histoire et l'histoire de notre pays. En face de nous, il y a maintenant une grange, et dans cette grange, quand on vient visiter, car cet endroit se visite évidemment, il y a tout un tas de panneaux avec l'explication du travail de l'association, tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure dans cette histoire, ce couple au départ qui s'intéresse à l'endroit, et on peut voir toute l'évolution des travaux. Là, maintenant, j'ai déplacé ces explications. Ils sont dans l'église. Alors, Mais on va y aller. On va aller dans l'église directement. Marie-France, j'en profite pendant qu'on va jusque dans l'église pour que vous nous parliez un peu de l'association dont vous avez été membre pendant très longtemps, même trésorière et présidente aussi peut-être. Non, trésorière. J'ai été présidente. J'ai été trésorière effectivement pendant une quinzaine d'années pour trouver toutes les subventions, animer le lieu
pour pouvoir reconstruire ce que nous avons reconstruit. Voilà, et aider Kate et Carole dans ce travail, je dirais, exceptionnel pour notre région au milieu des bois. Bien, alors vous êtes humble quand vous dites ça, vous vous êtes dépensé, je sais, sans compter pour une trésorière sur cet endroit parce que vous y êtes attaché de quelle façon? J'y suis attachée parce qu'en réalité, Kate et Carole et l'ASCI Gramontaine créée a racheté à un membre de ma famille ce lieu. Voilà. Et il faut savoir que mon arrière-grand-père habitait Rozay, qu'il disposait de la forêt entre Combiers et Rougnac, qu'il exploitait, qu'il faisait exploiter les bois. Et donc, c'est son fils, Aimé de Rex, qui disposait de ce lieu. Il habitait en face, disposait de ce lieu, et il est décédé très jeune. Et c'est son épouse, Madame Lagarde, qui a vendu à Kate et à la SCI, qui a vendu ce lieu. Voilà. Alors, on parlait d'animation, on a compris votre enracinement familial, bien sûr, et cette histoire qui continue et se perpétue. Et comme vous disiez, Kate, il faut l'animer. Alors, qu'est-ce que vous avez lancé comme animation dans cet endroit et en combien d'années ça a pu rapporter suffisamment d'argent petit à petit entre les subventions et l'association pour restaurer l'endroit? Ça continue, oui. En réalité, ça fait 25 ans, voire 30 ans que nous sommes à la recherche d'argent pour restaurer, parce qu'il faut savoir que ça coûte énormément cher. Voilà. Et les premières animations ont été des repas, comme il est de tradition. Et c'était Madame Huguette Desrives qui faisait avec ce qu'elle pouvait faire chez elle, la cuisine, pour recevoir une centaine de personnes. Voilà. Et après, on a commencé à faire des animations un peu plus, je dirais, culturelles. Et les chants. Voilà. Des chants. Et on a commencé surtout par des chants gramontins, voilà, grégoriens. Médiévaux, grégoriens, etc. Voilà. Et toujours, on a essayé de fêter au maximum, que ce soit des floralies, que ce soit des rallyes pour faire découvrir la région. On a participé aux nuits archéologiques du département, on a participé aux nuits romanes. Nous avons été évincés parce que nous étions une association et pas une mairie par Ségolène, mais on a fait des spectacles, je crois, qui étaient en harmonie avec le lieu, et ça a toujours été ma recherche, qu'un spectacle ne soit pas dissonant par rapport à la pureté du lieu. Alors, là, on frémit parce qu'on vous entend parler de la pureté du lieu. Kate, ouvrez-nous la porte pour qu'on puisse constater, entendre et découvrir la pureté du lieu, car il s'agit bien de simplicité, d'humilité et de pureté, et notamment un son assez extraordinaire. Et nous sommes là aussi aujourd'hui parce que vous venez, avec l'association et la SCI, etc., de faire le sol. Vous avez commencé par le haut, alors ça résonne énormément dans cette église. Vous avez fait le sol il y a quoi ça a été inauguré il y a 15 jours quand nous enregistrons cette émission. Oui, ça a été terminé au mois de février avec le petit parvis, là. C'est l'entreprise Domus Art qui ont fait les travaux. Et pour moi, c'était un travail super. Et c'est un travail super, moi qui l'ai connu à différents moments. Donc on vient de passer la porte latérale. On se trouve, quand on regarde, on est inondé de la lumière dont parlait tout à l'heure Marie-France, cette lumière du matin, avec des vitraux qui ne sont pas tout à fait des vitraux comme on pourrait s'y attendre. C'est-à-dire que là, nous avons toute la lumière, c'est le ciel qui rentre dans le cœur de cette église, avec 3 immenses fenêtres et puis cette voûte. Et cette lumière nous permet ces vitraux où il y a une sorte d'arbre symbolisé, très léger, nous permettent de voir que nous plongeons les racines dans du vivant et que nous avons toute la lumière du soleil et puis les nuages et puis le temps qu'il fait qui pénètre dans cette magnifique celle-là, dans cette magnifique église. Oui, les vitraux ont été
fabriqué et conçu par Philippe et Françoise Riffaut de Ruffec. Et Philippe est venu un jour pour voir ce qu'on voulait. Et on ne voulait surtout pas de la couleur. Parce que pour nous, la simplicité, c'était essentiel pour les grands montants. Donc le plus pur, donc c'est du blanc. Voilà. Mais on voulait quand même des textures dans le verre. Et on pensait que c'était faisable de faire quelque chose. Oui, vous ne vouliez pas juste des vitres, vous vouliez qu'il y ait du symbolisme et qui évoque les vitraux, qu'on s'aperçoive qu'il y a bien des vitres parce que c'est tellement clair qu'on aurait pu croire que c'était ouvert, mais que ce soit léger. Oui, exactement. On a eu l'exemple du prieuré de Combremal dans l'Aveyron, où il y a des grandes baies, ils sont magnifiques, mais c'est d'une clarté, c'est que du verre. Du haut en bas, un seul morceau. Et là, c'est super. Mais on voulait un peu plus. Oui. Alors, Marie-France, on va s'avancer pendant que vous parlez dans le cœur. Je crois qu'il y a un symbole qui a été respecté de la règle gramontaine, c'est qu'il fallait construire au milieu des bois. Donc l'essentiel est représenté, c'est-à-dire un chêne avec ses racines et absolument les branches qui vont à la fois côté nord-est et sud-est. Et je crois qu'ils sont merveilleux ces vitraux parce qu'ils sont aussi beaux le jour que la nuit. Parce que la nuit, monsieur et madame Riffaut ont inséré des petites pastilles qui fait qu'au clair de lune, les vitraux sont aussi beaux et aussi resplendissant de lumière la nuit que le jour. Et ça, c'est une merveille de réalisation. Alors Merci à l'atelier Saint-Jacques. Bien, merci Marie-France. C'est vrai que... Et alors là où je me trouve, je n'ai pas besoin de casque pour écouter ma voix, parce qu'il y a le retour dans mes oreilles, c'est-à-dire que lorsqu'on chante ici, on a automatiquement le retour, ou lorsque les prêtres célébraient la messe, car nous nous trouvons à la place de l'autel ici, avec cette magnifique voûte en tiers-point. Mais Kate, je pense que nous reviendrons, car l'émission se termine, justement pour faire comme un feuilleton et peut-être entendre des gens chanter, maintenant qu'on a mis l'eau à la bouche des gens qui nous écoutent. D'abord leur dire qu'on peut venir visiter cette église Grand-Montagne, Kate, vous allez nous dire quand, et puis venir peut-être enregistrer lorsqu'il y aura du chant pour donner toute sa plénitude et son ampleur à cet endroit. Ça serait super. On va le faire. Kate, alors comment est-ce qu'on vient visiter ici? Quand est-ce que c'est ouvert? Comment ça se passe? Alors essentiellement, c'est toujours ouverte. La porte est toujours ouverte, sauf s'il y a une exposition vente, comme avec Fleur d'Isa récemment, où je ferme et j'ouvre pendant la journée. Pour une visite guidée, il suffit de frapper à la porte et je suis là. Si je suis là, c'est bon. Si je suis pas là, bon, c'est toujours ouverte. Et on a des dépliants avec un QR code où il y a, on peut appuyer sur les numéros avec le smartphone et on a un commentaire soit en anglais ou en français. Merci beaucoup Kate, merci beaucoup Marie-France. On termine cette émission-là. Première étape de notre feuilleton. Et puis on va essayer de l'entendre. Merci beaucoup Jean-Michel. À bientôt Marie-France, à bientôt Kate. À bientôt et merci. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission. Et venez arroser parce que ça vaut vraiment le détour. À bientôt.